Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéos. J'avais hâte d'en faire une. Aujourd'hui, j'avais rien à faire. Ça me tentait de parler d'hockey. Mais honnêtement, je sais pas du tout vers où avoir aller. Je sais seulement que ça me tente de parler d'hockey, surtout des Canadiens. Donc, je me mets dans la tête de Kent Hughes pour cet été. Les Canadiens qui ont une très belle gestion de la masse salariale, contrairement par exemple à Toronto ou à d'autres équipes que tu vois qui vont sûrement perdre un agent libre cet été. Donc aujourd'hui, ça me tentait de parler des possibilités que le Canadien pourrait aller explorer et de quoi l'avenir pourrait ressembler à Montréal. Quelles seraient les possibilités de Kent Hughes de signer ou d'échanger certains joueurs. Et donc aujourd'hui, on va tout checker ça en détail. J'espère que vous êtes prêts. Bonne vidéo à tous. Donc le premier point que je voudrais parler, ça serait la masse salariale des Canadiens et surtout des joueurs qui vont devenir agents libres, donc les UFA. Le premier qui vient en tête, c'est Christian Dvorak, 29 ans, qui a principalement joué au centre toute sa carrière. Donc, je vous ai affiché à l'écran les statistiques si ça vous intéresse. Donc, dans sa carrière junior, il a quand même eu 2 saisons de plus que 100 points, ce qui est quand même assez impressionnant. Dans la Ligue nationale, il a quand même réussi à faire 6 saisons de plus que 30 points, mais il n'a jamais réussi à pogner les 40 points dans sa carrière. Il a seulement joué 2 fois en série, et il n'a pas nécessairement mal fait, mais il n'a pas nécessairement performé plus qu'en saison. La première question qu'on devrait vraiment se poser, c'est est-ce que Christian Dvorak est un centre de troisième ligne ou un centre de quatrième ligne? Parce que cette année, il alternait beaucoup entre les deux dans l'alignement des Canadiens. Je crois que vraiment dans une bonne équipe de hockey, Christian Dvorak devrait être au centre de quatrième ligne. Donc là, ça a se demander comment qu'on doit payer un centre de quatrième ligne. En comparaison, Jake Evans, personnellement, je le vois comme un centre ni de troisième trio, ni de quatrième trio, un peu comme entre les deux. Je le trouve trop fort pour être un centre de quatrième trio. Mais de l'autre bord de troisième trio, je trouve que ça en prend un peu plus que ça. Ça en prend un peu plus, surtout offensivement. Où est-ce que Dvorak se compare à Jack Evans? C'est ça la question. Personnellement, si j'avais un contrat à y offrir, ça serait certainement pas 4,5 millions comme il est payé présentement. Je dépasserais pas de 3 millions, mais rendu là, est-ce qu'il accepterait une diminution de salaire à ce point-là? Je le crois pas. Je crois que Dvorak va encore essayer d'aller chercher plus que 4 millions aux agents libres. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir. Ça va être quoi le meilleur contrat qu'on va y offrir. Mais personnellement, si je serais Kent Hughes, le plus haut contrat que j'y proposerais, ça serait peut-être 2,8 millions par saison pendant environ 3-4 ans. Il pourrait remplir un rôle, justement, de quatrième centre ou même parfois d'attaquant remplaçant. Mais j'irais pas nécessairement plus loin que ça avec lui. Donc, Christian Dvorak va sûrement partir cet été. Ça sera pas une grande perte. Mais bon. On va passer au prochain. Joël Armia, qu'on le sait qui jouait avec un. Je crois que c'était un poignet cassé pendant les séries et pendant la fin de saison. Présentement, il était payé 3,4 millions. Armia qui a des fois joué au centre, à l'aile de la troisième ligne, des fois à l'aile de la quatrième. Encore là, je trouve que c'est un mélange des deux. Parfois, je trouve qu'il est trop fort pour la quatrième ligne, puis d'autres fois, il est comme pas assez fort pour une troisième ligne. 3,4 millions, personnellement, je trouve que c'est un peu trop pour un joueur comme ça. Mais de l'autre bord, comme avec Christian Dvorak, la masse salariale va augmenter. Donc, à quel prix je serais prêt à aller? Personnellement, je préfère un peu plus Joël Armia que Christian Dvorak à choisir de les deux. Pour Armia, j'y proposerais un espèce de contrat à 3,2 millions. Donc, une petite baisse de salaire. Entre 3 et 3,2 millions. Pour peut-être bien 3-4 ans encore. Puis s'il refuse, ben, il va aller aux agents libres. Puis il va sûrement réussir à trouver un contrat entre 4 millions lui aussi. Mais s'il est trop exigeant, je le garderai pas. Dans le fond, je le garderai pas à tout prix parce que un joueur comme Joel Armia, c'est important, mais tu peux pas payer un gars de même 4 millions. Surtout si tu essaies de bâtir une vraie structure de masse salariale précise. Ensuite de ça, Emil Heinemann, qui a quand même surpris. En tout cas, moi, il m'a étonné cette saison. Avant sa blessure, Heinemann était dans les meilleurs pointages chez les recrues. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, ce qui a donné avec le début des matchs après la pause des 4 nations, il a vraiment été moins offensif qu'on l'avait vu avant. Mais par contre, tu vois que ce gars-là a du potentiel. Il a seulement 23 ans, 6 pieds 2. On a vu qu'il était quand même assez physique. En série, je l'ai pas trouvé mauvais, mais son meilleur moment que j'ai personnellement vu, c'était au début de la saison, lorsqu'il jouait dans les bandes, qui était vraiment physique et qui voulait la rondelle. Lui, il va être agent libre avec des restrictions. Donc, si Kent Hughes ne veut pas le signer, il y aura quand même un petit retour en échange. Je crois qu'il pourrait fitter dans les plans du Canadien. Je le vois comme un ailier de troisième trio.
surtout dans l'avenir. Est-ce que j'essaierais nécessairement de le signer sur le long terme? Ça dépend à quel point. Honnêtement, un contrat de 3, 4, 5 ans, ça aurait de l'allure pour Emil Heinemann. À quel prix? Là, c'est la question. On le sait que l'été passé, Kent Hughes a signé Montembeault à 3 150 000, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais c'était quand même le gardien numéro 1 de l'équipe à ce moment-là. Donc, je trouve que ça aurait de l'allure. Une espèce de contrat de même pour Emil Heinemann. Une espèce de contrat 3,2 millions, 4 ans, je dirais. Est-ce qu'il accepterait un contrat de même? Je pense que oui, parce que je pense que c'est un gars qui veut rester dans l'organisation du Canadien, qui veut être dans le futur de l'équipe. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il accepte un genre de contrat de même. Là. Entre 3 millions et 3,5 millions, idéalement 4 ou 5 ans. Je pense que ça aurait de l'allure dans son cas. Et bien sûr, à la fin, Michael Pizzetta, qui va être à Jolie. Honnêtement, c'est pas le genre d'attaquant remplaçant que j'aime avoir dans mon équipe. Il a quand même bien fait. Puis il faut pas oublier que c'est un choix de 6e tour. Donc j'y dois beaucoup de respect. Mais pour l'avenir du Canadien, je crois pas nécessairement qu'on a besoin d'un gars de main. Donc bien sûr que je le laisserai partir aux Ajoli. Chez les défenseurs, David Savard sait qu'il va prendre sa retraite. Ça m'aurait étonné qu'il dure une saison de plus. Parce qu'il joue vraiment un style de hockey qui m'agane. Mais je souhaite une bonne retraite. J'espère qu'il va quand même rester dans l'entourage de l'équipe. Ensuite de ça, on a Jaden Struble. Struble, qui a quand même bien fait. Au courant de la saison, on l'a vu accompagné de Lane Hudson. Ça n'a pas été le défenseur espéré. Il y a eu des moments qui a déçu un peu, en tout cas qui m'a déçu. Est-ce que son avenir, c'est plus un. Dans son avenir, est-ce que ça va plus être un 7e défenseur ou un 6e défenseur? C'est plus ça la question. Bien sûr que j'essaierai quand même de le garder. Sûrement qu'il accepterait un contrat comme Arpa Jacky, donc 1,3 million 2 ans. Ça aurait de l'allure dans son cas. Je ne signerais pas nécessairement plus que 2 ans parce qu'il va sûrement demander plus cher, plus que d'années dans son contrat, plus qu'il va demander cher. Ensuite de ça, heureusement qu'Aiden Goulet a été signé l'été passé. Donc là, ça va voir s'il est dans l'avenir du Canadien. Que ça se peut qu'il ne soit pas. Il faut pas oublier que David Reinbacker à Laval, c'est un peu le même style de défenseur. Donc, défenseur défensif qui sait donner des mises en échec, qui sait relancer l'attaque. Donc, dépendamment de comment la valeur de Kaden Goulet est perçue autour de la Ligue nationale, ça se peut qu'il parte cet été. Heureusement, il y a un très bon contrat pour partir. Donc, son contrat est vraiment pas nuisible dans son cas. Ensuite de ça, j'ai le gardien de but Jacob Dobech. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien fait cette saison. C'est sûr qu'il y a eu des moments que ça n'a pas toujours bien été. Mais moi, je l'ai adoré toute la saison. Puis plus que la saison avançait, plus que les séries avançaient, plus que je commençais à l'aimer. La question, c'est plus Kama d'année qui serait prêt à prendre. On le sait que c'est pas tout le temps la meilleure idée de signer 8 ans. Personnellement, pour Debes, j'irais sur un contrat de 4-5 ans, aux alentours de 2,4 millions, mettons. Je sais pas jusqu'à où ce qu'il serait prêt à accepter. Mais Kent Hughes, il a vraiment le don de bien négocier avec ses joueurs. Puis Jacob Dobech, je crois vraiment que ça serait un fit parfait avec Jacob Fowler. Ça serait vraiment un des meilleurs tandems de la Ligue nationale dans le futur, selon moi. Et si Jacob Dobech pourrait être payé, je dis ça de même, 2,5 millions en 28-29, les Canadiens seraient vraiment sur des bonnes bases. Surtout qu'on sait que la masse salariale va vraiment beaucoup augmenter. Si ces exigences sont trop hautes, comme par exemple s'il demande 4 millions pour 3 ans, je trouve que ça ferait beaucoup. Est-ce que Jacob Debèche a une valeur d'échange? En tout cas, c'est sûr qu'il n'a plus que Caden Primo, parce que Jacob Debèche a quand même bien fait dans la Ligue nationale. Je crois pas nécessairement qu'il peut rapporter non plus un choix de 2e tour. Personnellement, je crois que ça a l'air d'un gars avec une bonne attitude. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il signe en bas de 3 millions. Et si Jacob Debèche signe un contrat de 2,5 millions pendant 5 ans, ça serait vraiment le meilleur contrat que je m'imaginerais. Et ça serait vraiment bon signe pour l'avenir. Ensuite de ça, dans les contrats retenus, donc ça veut dire que Kent Hughes, lorsqu'il a fait des échanges avec Jake Allen et Jeff Petrie, il a retenu du salaire. Les deux sont à la fin de leur contrat cet été. Donc Kent Hughes aura maintenant 3 retenues de salaire disponibles. Peut-être bien que Gallagher ou Josh Anderson va partir. Peut-être aussi que Carey Price, son contrat va se faire échanger. J'ai bien hâte de voir. Maintenant, dans le requête de la balle, je ne vais pas m'acharner sur chaque joueur. Raphaël Harvey-Pinard qui n'a pas joué un match de Ligue nationale cette année. Ça a été un peu décevant dans son cas, mais il était blessé en début d'année. Et ensuite de ça, ça a mal à donner. Pardon de m'avoir trompé.
Raphaël Harvey-Pinard a seulement joué un match en 24-25 avec le Canadien. Il a joué 40 à la balle. Il a été pas loin d'un point en deux matchs. C'est un peu décevant dans son cas, parce qu'on le sait qu'il a quand même fait 14 buts en 34 matchs lors de la saison 22-23. Personnellement, je voyais beaucoup de potentiel en lui lors de cette saison-là. Mais on voit que c'était surtout Suzuki qui l'aidait à faire des buts. Est-ce qu'il y a un avenir dans la Ligue nationale? Je crois pas nécessairement. Si les Canadiens veulent conserver un coup de main de ce style-là, ça va être plus Alex Barré-Boulet qu'on devrait considérer. Mais ensuite de ça, je sais pas. Peut-être bien qu'il est dans les plans des Canadiens aussi. Justement, Alex Barré-Boulet, je le trouvais excellent en pré-saison, en début de saison aussi. Les Canadiens l'ont seulement gardé pour deux games. Il a été moins 2 lors de ces deux games-là. À Laval, il a joué 64 matchs, il a fait 63 points. Et en série, on voit qu'il performe aussi. C'est vraiment un joueur que j'adore voir. Personnellement, ça me dérangerait pas du tout de signer un contrat d'un volet. Même si ça serait, je dis ça de même, peut-être ben 1,2 million 3 ans. Je trouve que ça aurait vraiment de l'allure dans les deux cas. Autant les Canadiens que lui. Ça serait vraiment un gars qui pourrait jouer sur la première ligne à la balle ou sinon sur la quatrième ligne à Montréal. C'est vraiment un style de gars que j'aime, surtout s'il pourrait être un attaquant remplaçant à Montréal, ce serait ça l'idéal. Logan Mailloux, Adam Engstrom, est-ce que ça va être des défenseurs échangeables cet été? Je crois que oui. Je suis pas mal sûr qu'il y en a un des deux qui va partir. J'espère tellement que David Renbacker va pas se faire changer parce que je vois tellement de potentiel pour ce défenseur-là. Et je fais encore partie de ceux-là qui est pour que le Canadien l'ait pris avant Matvei Michkov en 2023. Malheureusement, ses blessures l'ont un peu ralenti, mais je crois pas que ça va changer sa carrière pour autant. Au niveau des gardiens de but, Kalen Primo, Connor Hughes et Jacob Fowler. Fowler qui fait vraiment bien présentement en série. Je crois que c'est vraiment le gardien numéro 1 d'avenir. Connor Hughes, je l'ai pas détesté, mais encore là. Ça vaut pas grand chose, un deuxième gardien à Laval. Ça vaut rien sur le marché des transactions et ça vaut. Bah, c'est sûr, ça vaut pour Laval. Est-ce que Canadien va le garder? Peut-être que oui, peut-être que non. Content Mila, que j'ai déjà entendu souvent, c'est probablement lui que j'essaierais de mettre comme deuxième gardien à Laval l'année prochaine avec Jacob Fowler. Kaden Primo, je m'en fous, comme dans l'an 40, si le Canadien le perd pour rien pour tout. J'ai aucun espoir à ce gars-là. J'essaierais peut-être bien de l'échanger contre un choix de cinquième tour si, il y a encore une certaine valeur. Donc, c'était pas mal ça sur les contrats qui expiraient cette année. Ensuite de ça, Puckpedia présente une option très intéressante qui est de prendre le contrôle d'une équipe. C'est un peu comme sur NHL. Mais là, c'est vraiment qu'il y a des bonnes données et je trouve ça très intéressant. J'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai nommé ça ID pour Kent. Donc, on l'a dit ID pour Kent U cet été. Le roster count, c'est combien de joueurs sont signés, je crois, pour l'année prochaine. Donc 16 sur 23. Ça a de l'allure. Moi, j'ai compté qu'il manquerait deux attaquants, deux défenseurs et un gardien pour l'année prochaine. Donc là, je compte là-dedans Dobesh qui n'est pas signé. On l'a dit que si on signe Dobesh, c'est correct. Le problème des gardiens est réglé. Je parle que si on enlève tous les joueurs qui sont non signés, dans le fond, ça ressemble à ça. Il manquerait deux attaquants, deux défenseurs, puis un gardien pour l'année prochaine. Donc, si on prend en considération que les Canadiens vont signer Struble et qu'on va monter Reinbacker, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de défenseurs, à moins qu'on en échange un. Après ça, si on signe Jacob Debesch, ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin de gardien pour l'année prochaine. Et dans les attaquants, personnellement, j'essaierais de signer Yoel Armia, donc il en manquerait seulement un. Et là, ça fait que dans les attaquants qu'il y a présentement dans le roster du Canadien, il y en a un qui deviendrait attaquant remplaçant. Je n'ai pas parlé, mais au sujet de Kirby Duck, je crois que l'année prochaine, il va être prêt. Je crois vraiment qu'il va s'entraîner cet été parce que l'année prochaine, ça va être la dernière année de son contrat qu'il a signé à 3,4 millions. Donc, je m'attends à un Kirby Duck à sauter l'année prochaine. S'il pourrait faire 30 points, ça serait ça l'idéal. Je vois plus nécessairement de gros potentiel en lui. Je crois encore que ça pourrait devenir un ailier de troisième trio. Un peu comme un Josh Anderson, en moins rapide, mais qui pourrait faire plus de points parce qu'on le sait, Josh Anderson a zéro, mais zéro finish. C'est un joueur que j'adore, mais malheureusement, il est pas capable de scorer un but, ça n'a pas d'allure. Le Kirby Duck, c'est comme ça. Je vois encore un peu de potentiel, mais ça dépend à quel point que le potentiel qu'on y accorde est élevé. Bien sûr que je pense pas que ça va devenir un deuxième centre dans l'avenir. Je le pensais il y a un an.
Maintenant, je le pense plus. Il a vraiment pas été assez bon cette saison. Mais pour là, a dit qu'il n'y aura pas de carrière dans la Ligue nationale, ça m'étonnerait vraiment. Ça reste que c'est un troisième choix total lors de la QV 2019. Il est encore relativement jeune, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Si on voit les attaquants signés, Caulfield, Pisakowski, je pense que ça va ressembler à ça. Demidov, sa deuxième ligne. Le fameux deuxième joueur de centre. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Ken Hughes va faire cet été. Personnellement, et oui, c'est important essayer d'aller chercher un deuxième joueur de centre, mais je considère pas que ce serait la fin du monde si Ken Hughes fait rien cet été. Parce que Michael Edge arrive. Puis Michael Edge, je suis convaincu que ça va être un centre numéro 2 au sein d'une équipe championne. Donc, même si Ken Hughes fait rien, je vais être content pareil. Par contre, on le sait que Jake Evans, c'est plus un centre de quatrième ligne. Olivier Kapanen, je vois plus comme un joueur de quatrième ligne aussi. Patrick Laine est décevant. Encore là, où je peux le mettre. J'ai une troisième ligne avec New York, Pidak. C'est peut-être ça qui aurait le plus d'allure. New York, j'ai bien aimé ce que j'ai vu au centre. Donc, ça, c'est bon signe. Josh Anderson a quand même bien fini la saison, surtout en série. Donc, il mériterait de commencer sur une deuxième ligne, selon moi. À moins que Ken Hughes trouve un attaquant plus offensif. Ou à moins que Patrick Laine ait repris confiance et dégage plus de conviction. À la défense, Led Hudson, Carrier. D'après moi, ça va ressembler à ça la première paire l'année prochaine. Peut-être qu'on aura le droit de ne pas Jacky Renbaka. Ou peut-être qu'au cours de la saison, ça va plus ressembler à Goulet Renbaka. Renbaka, j'ai vraiment beaucoup confiance en lui. Au niveau des gardiens de but, on a Samuel Montembeau. On va essayer directement d'aller signer Jacob Debesch. Signe justement ce que je parlais, une espèce de contrat de main, 2,4 millions 4 ans. J'espère vraiment qu'il pourrait accepter un style de contrat comme ça. Ensuite de tout ça, par exemple, Emil Heinemann, on va imaginer qu'il demande un salaire d'environ 3,6 millions pour les 5 prochaines années. Donc ça irait en 2030, dans le fond, je pense. Ça ferait 18 millions à la fin de son contrat. Donc ça aurait quand même du bon sens. 3,6 millions 5 ans. Ensuite, Jacob Fowler, ça serait le gardien numéro 1 à Laval dès l'an prochain. Logan Mayo, Engstrom, on va checker si on peut les échanger et à quoi ça va ressembler. Donc, jusqu'à date, notre alignement ressemblera à ça. Olivier Kapanen, Owen Beck, est-ce que ça serait des joueurs échangeables ou au moins un des deux? Peut-être même que je vais essayer d'échanger. Entre les deux, j'aime un peu mieux Owen Beck, mais je trouve que c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup. Et si on y va un par un, Demida qui est intouchable pour son temps, la première ligne, lui qui a le moins de valeur, dans les trois, je pense que c'est Slakowski, mais de l'autre bord, Slakowski, il n'y en a pas les trois qui seraient intéressants à échanger, point de vue valeur en retour, valeur perçue. Il y a Cole Caulfield que je trouve qui est peut-être surestimé au point de vue de la Ligue nationale. Mais encore là, à quel point les autres équipes seraient prêtes à payer pour aller le chercher. Josh Anderson, je pense que c'est le seul qui a une valeur si on retiendrait un peu du salaire. Mais encore là, qu'est-ce qu'il vaudrait? Et Brendan Gallagher, je crois pas nécessairement qu'il a une valeur. Je crois qu'Anderson a une meilleure valeur. Et en plus, Anderson est moins payé. Donc s'il y en aurait un à échanger, ça serait principalement Anderson. On va checker avant ça les agents libres, justement. Si on fait All Team NHL Only, donc seulement les joueurs NHL. On commence directement avec Jack Hawkins, je sais pas nécessairement c'est qui. Ici on a Mason Appleton. Il a joué toute sa carrière à Winnipeg. Je connais pas très bien ce joueur-là, mais d'après moi ça doit être du calibre de Dvorak. J'aurais un comparable à donner pour le Canadien. Je toucherais pas nécessairement à ça. Ensuite, Joel Armia. Je sais pas du tout à comment ce qui s'ingrat honnêtement. Si on descend, les joueurs qui ont quand même joué. Anthony Beauvillier, c'est sûr ça serait intéressant. Jamie Benn aussi, je trouve que ça serait intéressant même s'il est vieux. Sam Bennett, il va probablement demander très très cher. Donc je sais pas du tout comment ce qu'il pourrait demander, peut-être dans 8 millions 8 ans. Ensuite de ça, Brock Bowser, ça serait intéressant par contre. Jouer avec Ivan Demidov. Il a pas connu une saison justement. Statistiques de carrière, ouais, je les ai ici. 50, 73, donc sa meilleure saison c'est 73 points, 40 buts. Ouais, ça ressemble à ça. Il a jamais été payé plus que 6,7 millions. C'est ça, avant de proposer un contrat à Brock Bowser, il y avait aussi. Il y en avait d'autres, là. Il y avait Niklas Eller à Winnipeg. À Winnipeg, ouais, oui, à Winnipeg. Ça serait intéressant.
Connor Brown qui se débrouille très bien en série. Brett Burns, ce serait toute qu'une acquisition. Corey ici, ça serait plus réaliste. Pour remplacer David Savard, ce serait une genre d'option intéressante. Plus il a joué 85 games cette année en raison de son échange. Matt Duchesne, ça dépend à quel prix. C'est quand même un vol à 3 millions. D'après moi, Jamie Benn puis Matt Duchesne, ils pourraient vraiment échanger de contrat. Dans le sens que Jamie Benn pourrait être payé 3 millions puis Matt Duchesne 9,5. Michael Granlund, ça serait vraiment intéressant. Un joueur qui a du chien. Brad Marchand, c'est pas vraiment un centre. Il a quand même. Rogue Nelson, lui aussi, c'est sûr que ça serait intéressant. 33 ans. Je pense qu'on va y aller pour Broke Boza, qui était payé 6,650. On va y aller sur un contrat de 7 ans. C'est celui qui va demander le plus possible. Là, il y a 28 ans. Donc, son contrat finirait à 35. Personnellement, ça serait un contrat de même que si je serais Kenchu, j'y proposerais. J'essaierais d'y négocier qu'on est une jeune équipe. Puis que l'équipe s'en va dans une très bonne direction. Un contrat en bas de 8 millions pour un joueur comme ça. Pour un joueur de cette tranche-là, c'est quand même un excellent contrat. Je vais le calculer après. Le pourcentage de comment ce qui coûterait sur la masse salariale, dans le fond. Donc, je vais lui proposer un contrat de 7,550 millions. Donc, après la signature de Brock Buzzer, voici à quoi l'équipe des Canadiens de Montréal 2025-2026 ressemblerait. Caulfield, Suzuki, Slakowski, Demidov, Evans, Brock Buzzer. En tout cas, je sais pas comment ça se prononce. Ça serait une méchante acquisition pour les Canadiens. Ensuite de ça, Emil Heinemann, Alex Newhook, Patrick Laine, ça ressemble à une vraie troisième ligne. Anderson, Gallagher et Kirby Dach, ça serait aussi une bonne ligne. Premier avantage numérique, il ressemble à ça. Caulfield, Laine, Suzuki, Hudson, Demidov. La deuxième, Heinemann, Newhook, Slakowski, Matheson, Brock, Bezer. Les lignes à défense ressembleraient à ça. Parce que les gardiens de but, ça serait Montembeault et Dobèche. J'ai pensé à un échange avec tout ça. Donc, l'échange serait avec notre petit ami, les Devils du New Jersey. Donc, je viens de compléter la transaction. Les Canadiens donneraient Josh Anderson, payé à 5,5 millions pour les 2 prochaines années. Olivier Kapanen, à son année recrue, qui est dans son contrat recrue, pardon. Adam Engstrom, qui joue à la balle. Le choix de deuxième ronde des Penguins de Pittsburgh en 2025, donc le 41e au total. Et le choix de troisième tour des New Jersey Devils en 2025. Donc, c'était le 82e au total environ. En échange de Brandon Dillon, 34 ans, payé 4 millions pour les 2 prochaines années. Et Dowser Mercer, le jeune espoir de la QV 2020, payé 4 millions les 2 prochaines années aussi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce trade-là ferait du sens. Premièrement, la défense New Jersey Devils, pardon. Il faut qu'il y en ait un qui passe cet été, ça c'est sûr. Puis ça va sûrement être Brandon Dillon ou Brian Dumoulin. Ça va probablement être un des deux. Mais je crois que vu que Dillon est plus payé, d'après moi c'est lui qui risque de partir. C'est aussi le plus vieux, c'est lui avec le plus d'expérience. Mais Simon Nemec, le deuxième choix total de 2022, a besoin de un peu de place pour s'affirmer en tant que défenseur dans cette équipe-là. D'après moi, ils vont en échanger d'autres aussi. Peut-être que Seamus Casey va être disponible, mais à quel prix, c'est plus ça la question. Contre un choix de troisième tour, c'est sûr ça ne me dérangerait pas du tout. Mais d'après moi, ils vont essayer de le monnayer plus cher que ça. Ensuite de ça, ça ferait plein de sens que Dowser Mercer partirait. Le jeune Canadien, né en 2001, a connu une carrière en date jusqu'à maintenant. A joué toutes les games qu'il pouvait jouer. Première saison recrue très impressionnante quand même. Avait fait une récolte de 42 points. La saison suivante, 56 points, c'était très prometteur. Il avait approché le plateau des 30 buts. L'année suivante, seulement 20 buts, 33 points, s'attendait à plus. Et cette année, 36 points, même pas 20 buts. Et là-dedans, c'est son temps de jeu qui a augmenté. Et il n'a pas réussi à produire plus offensivement. Bien sûr que j'ai pas regardé toutes les games des New Jersey cette année, donc je le vois pas nécessairement faire. C'est l'année qui avait le plus de temps de jeu cette année, a frôlé les 18 minutes en moyenne.
n'a pas réussi à atteindre les 40 points pour une deuxième année de suite. Joue au centre, des fois à l'aile. D'après moi, il serait dû pour une échange, pour un changement. En série, ça a quand même bien été cette année. Ben été, c'est relatif. 2 buts en 5 matchs. C'est comme la production de Uri Slakowski. Et oui, Brendan Dillon, justement. Brendan Dillon, qui est à 34 ans, qui va bientôt atteindre le plateau des 1000 matchs en carrière. Pas beaucoup de buts, même pas 40. Sa moyenne de temps de jeu en carrière est à 18 minutes 43, donc par match. Cette année, 18-35, l'année passée, 18-44. Ça fait depuis 2019-2020 qu'il n'a pas poigné les 20 minutes. Donc un défenseur à bas de 20 minutes, ça ressemble à un défenseur numéro 4, numéro 5 si on veut. Ça serait principalement pour l'expérience et en même temps pour équilibrer les contrats. Et de l'autre bord, les Canadiens donneraient Josh Anderson, qui a été Josh Anderson qui a très bien fait en série, mais pour donner, pour recevoir, il faut donner. Pour équilibrer les contrats principalement dans cet échange-là. Ensuite de ça, Olivier Kapanen qui a peut-être un espoir de troisième centre au mieux. Quatrième centre, ça serait plus réaliste ou un ailier de bas d'alignement. Ensuite de ça, Adam Engstrom qui a quand même un certain potentiel à la défense. Et je donnerais un choix de deuxième tour et un choix de troisième tour en plus pour faire l'acquisition de Dawson Mercer et du vétéran Brendan Dillon. Donc, les Canadiens gagneraient. Ouais, donc je pense que c'est les Canadiens qui finiraient à payer dans cet échange-là en termes de contrat. Et si on fait semi trade complete with New Jersey Devil. Donc l'équipe ressemblerait à ça. Alors Sir Mercer qui a quand même un certain potentiel, on le rappelle. Donc voici à quoi les lignes ressembleraient après cet échange-là. Cole Caulfield, Nick Suzuki, Slakowski sur la première ligne et une deuxième ligne constituée de Ivan Demidov, le jeune Brock Nelson et le jeune Dawson Mercer, pardon, et le vétéran Brock Bezer. Et la troisième ligne, ça serait Heinemann, Newhook, Patrick Laine. À l'aile de la quatrième ligne, ça serait Gallagher et Dak au centre de Jake Evans. En tout cas, au centre de la quatrième ligne, Jake Evans. Attaquant remplaçant, ça serait Owen Beck. Et on le sait qu'il y a tout le temps des blessés dans les Canadiens. Et s'il n'y a pas de blessés, il y aura une rotation qui va se faire amener. Donc, je commencerai la saison avec Owen Beck comme remplaçant. Ou sinon, il pourrait commencer à Laval et Olmont, au sûr que quelque chose. À la défense, je pense que ce serait de l'alu. Hudson, Carrier pour commencer. Goulet, Matheson. Brendan Dillon et David Reinbacher. Donc, un vétéran de 34 et un jeune de 21. Je pense que ce serait de l'alu. David Reinbacher, on peut un peu le comparer à Simon Nemec. Donc, ça aurait été un peu le même rôle dans son cas à New Jersey. Ensuite de ça, l'avantage numérique, Caulfield, Suzuki, Demidov, Patrick Laine, Hudson, ça peut changer pour la première. La deuxième, ça serait Mercer, Newhook, Slakowski, Brock Buzzer, Mike Matheson. Et les désavantages numériques, Evans, Gallagher, Matheson, Reinbacher, Suzuki, Slakowski, Dillon, Goulet sur la deuxième. Donc ça ressemblerait à ça. Ensuite de ça, les choix repêchage, on arrête tout ça. Ah oui, et une affaire que je voulais calculer, c'était le contrat de Brock Buzzer. Donc 2027-2028, ça ferait un pourcentage de 6,6% de la masse salariale. Donc ça ferait vraiment de l'allure. Et au niveau des autres contrats, Emil Hanneman, Jacob Debesch, comme vous avez vu tantôt. Puis c'est pas mal ça. Peut-être que le Canadien cet été va payer avec un choix au repêchage pour se départir du contrat de Carey Price. Ensuite de ça, Florian Jacquet, ça va être un très beau potentiel. Peut-être pas 25-26, mais 26-27 pour commencer dans la Ligue nationale. Je crois vraiment que c'est un gars qui va avoir une carrière. Tyler Thorpe aussi, je crois qu'il va avoir une carrière dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir jusqu'à où ce qu'il va se rendre. Et ensuite de ça, c'est Michael H qui va arriver. Là. Moi, je vous le dis, Michael H, il va avoir un début de carrière comme Suzuki. Et bien sûr que ça m'étonnerait que ça devienne le capitaine, que ça soit une espèce de leader comme Suzuki, mais je crois vraiment que Michael H a le potentiel de devenir, en termes d'impact, un joueur de Nick Suzuki. Ensuite de ça, si Michael H arrive là-dedans, Patrick Laine part, Brock Besser descend ici, Dawson Mercer vient ici, et Michael H au centre du deuxième trio. Donc un top 6 constitué de Caulfield, Suzuki, Slakowski, Demidov, H, Mercer, c'est déjà très bon. Une troisième ligne avec Heinemann, Newhook, Buzzer. C'est pour moi une troisième ligne presque parfaite. D'un côté, tu as Emil Heinemann qui joue robuste, Alex Newhook qui est capable de créer de la vitesse et de l'offensive, et Brock Buzzer qui a déjà fait des saisons de 70-60 points, qui est capable de jouer physique aussi. Et
Sur la 4e ligne, à la place de Brendan Gallagher, ça va probablement être Florian Jacquet. Sûrement avec Jake Evans aussi dans une couple d'années. Peut-être qu'on va voir Owen Beck ici à la place de Kirby Dach. On va voir. À la défense, dans l'avenir, Hudson, ça va être avec Rainbacker, Goulet. Et là, c'est là que j'ai hâte de voir. Ça va probablement être Goulet et Carrier s'il n'y a pas une grosse échange. Ensuite de ça, j'ai hâte de voir pour le reste. Mike Matheson, il va probablement être échangé. Et dans les goals, je vous en parle depuis le début. Je suis pas mal sûr à 100%. Mais pour moi, c'est ce que je ferais. Jacob Fowler avec Jacob Debesch, le duo des Jacob. Pour moi, ça serait juste parfait. Et c'est pas mal ça pour cette vidéo aussi. Dans cette simulation-là, j'ai même pas échangé mes 2 choix de premier tour. Peut-être que ça va arriver. J'aurais pas de problème avec ça. D'autres cibles intéressantes à aller chercher étaient réalistement cet été. Niklas Eller à Winnipeg. Ça, personnellement, je trouverais ça intéressant. Ensuite de ça, Alexis Lafrenière, ça serait un projet à peut-être aller en parler à New York. Et eux, ils veulent gagner, mais justement, peut-être bien Josh Anderson avec le 16e au total. Un jeune espoir. Peut-être que ça les sonnerait. C'est sûr que ça soit un marché conclu. Peut-être que ça coûterait les 2 choix de premier tour. Puis avec un Josh Anderson pour équilibrer les contrats, pour aller chercher la première. En tout cas, je sais pas exactement ce que ça prendrait. Trevor Zegras à Anaheim, ça pourrait juste coûter un Logan Mailloux et un choix de 2e ronde, admettons. Je le ferais à 10 000 $ Parce qu'il y a des joueurs offensifs comme Zegras puis Lafrenière. C'est sûr qu'il y a eu des Jonathan Drouin dans l'histoire, mais des joueurs offensifs, des fois, qui changent d'adresse, ça leur fait du bien. Et ils commencent à produire après ça. Donc, ça se peut que ça devienne des grands joueurs. Ça se peut que ça devienne des joueurs de 60, 70 points dans leur carrière. Et j'ai hâte de voir ce que Kent Hughes va faire cet été. C'était tout pour cette vidéo aussi. Avant de finir, j'aimerais dire une dernière chose. J'ai passé dans le dernier podcast de Tellement OK. Et c'était très apprécié. Ils ont juste fait de lire mon commentaire. Mais j'ai quand même passé. J'espère bien qu'un jour, je vais faire des vidéos avec eux autres. Des podcasts avec le groupe de Tellement OK. Sur ce, bonne soirée à vous. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, dans la foulée de la conversation que l'on vient d'avoir, le Canadien fera l'acquisition de Très Noir cet été. Donc, c'est remplissez la case. Puis finalement, personne, Michael Age, c'est l'avenir. Soyez patients, chaque chose en son temps. Ça, c'est Edouard sur le tube. Alors, voilà. Possible aussi. Oui. 5 équipes du Canada.